Bonjour à tous. Je suis le docteur Basset, je suis médecin spécialiste en santé publique, je suis président de l'association Addiction France et on va avoir cette dernière session plénière sur pathologie duel et Covid, un challenge permanent. Nous avons deux invités, le professeur Pialou, infectiologue. L'intérêt, c'est qu'il était déjà à la même table ronde l'année dernière, moi aussi, et que donc il va pouvoir avoir un regard rétrospectif sur ce qu'on avait dit, ce qu'on avait conclu dans la table ronde de l'année dernière. Et puis ensuite, Nicolas Hortel, qui est psychiatre à Paris Centre, qui fera une communication assez intéressante et très originale, mais je vous laisserai la découvrir. Alors, si on peut commencer à passer les... Oui. La communication de Monsieur Pialou. Non, c'est bon là. Bonjour. Donc effectivement, je suis infectiologue, mais bon, je m'occupe aussi un peu d'addiction par effet collatéral, et puis je m'occupe d'un journal qui s'appelle SWAPS, qui est d'ailleurs qui est presque plus là, donc c'est une bonne nouvelle, c'est au 3e jour. Merci de l'avoir distribué. Et donc il n'y aura pas tellement d'overlap entre deux interventions normalement, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc mes liens d'intérêt, c'est avec les laboratoires du VIH, des hépatites, et puis les génériqueurs. Et puis je travaille dans plusieurs groupes, notamment dans deux think tanks, à Terra Nova, au Pôle Santé, et puis un autre think tank sur le Covid qui s'appelle Covidia, sans lien financier. Alors, donc voilà, notre numéro 100, qui est un petit peu de pub, mais vous l'avez déjà vu, je pense. Ah oui, alors, je ne sais pas il paraît qu'il y a des internes et tout ça, donc je vais faire un conseil aux internes, ayant des cheveux blancs, c'est que quand vous commencez un topo comme ça, il faut toujours mettre une citation d'un mec qui est au-dessus. Alors là, moi, j'ai hésité entre Nelson Mandela, Gandhi, parce que comme ça, les gens fixent ça et après, ils ne se rappellent pas de ce que vous avez dit, ou peu. Donc, j'ai pris une citation, mais j'ai pris Amin Ben Yamina, parce que je trouvais qu'il fallait quand même mettre quelque chose qui porte. Et puis, en cherchant pathologie duel et tout ça, je suis tombé sur son livre, déjà ancien, il en a fait d'autres. Donc, les pathologies duel, et j'aime bien le terme de co-occurrence, qui est dur à prononcer, mais qui correspond vraiment à une réalité que le Covid nous a rappelé. C'est qu'une précarité peut en cacher une autre, et une comorbidité peut en cacher une autre. Et c'est un peu la leçon qu'on est en train de tirer de cette 5e vague. Voilà pour la citation au-dessus. Donc cette diapo, j'avais déjà montré l'année dernière, elle n'est pas du tout de moi. On nous avait prévu des vagues, mais vous savez, on avait prévu des vagues qui étaient associées à la vague de Covid, sauf que là, on a les vagues de Covid et les vagues associées. Et dans ce travail qui a été publié en 2020, avec un dessin qui est super bien fait, qui explique finalement qu'il y a l'aspect Covid, il y a l'impact sur l'offre de santé, et le point commun entre le VIH, le cancer, l'addiction, la psychiatrie, etc., c'est qu'ils ont été tous impactés, et les patients ont été impactés, pas seulement par la déprogrammation, mais aussi par l'accès aux soins, et en plus avec un axe nord-sud qui est très compliqué. Et c'est vrai qu'on va avoir du mal à rattraper ces années qu'on est en train de perdre d'accès aux soins liés indirectement aux vagues de Covid. Et puis donc l'impact sur les interruptions de soins, et puis évidemment ce que vous connaissez mieux que moi, c'est l'impact 4e vague, l'impact sur la contrainte, sur la crise sociale, sur la crise économique, sur le burn-out de certains professionnels, dont les soignants, mais pas seulement les soignants. Alors, première question, est-ce que les troubles de psy sont des facteurs de risque du Covid ? Je crois que mon collègue y reviendra tout à l'heure. La réponse est globalement oui. Alors, ça peut être des cofacteurs directs ou indirects. On va voir un petit peu comment. On avait déjà abordé cette question-là et dès septembre 2020, dès l'année 2020, dès la première donnée, on a vu très clairement que le fait d'avoir une maladie psychiatrique, en analyse multivariée, parce qu'évidemment, il faut enlever les facteurs confondants qui peuvent être l'obésité, le diabète, la précarité, etc., l'âge parfois, pour la gériatrie. Mais la psychiatrie, enfin les atteintes psychiatriques globales, sont apparues très tôt comme étant un facteur de risque. Et en échangeant tous les trois et en préparant cette session, il me revenait la salle qu'on avait construite pour agrandir mon service, une 3e salle donc de 13 lits qu'on avait construit sur des lits fermés faute de personnel.
Et j'avais été surpris au début de la première vague de voir des malades psychiatriques, parfois assez âgés, venir de l'institution, et on s'était posé à ce moment-là de savoir quel était leur sur-risque, et après on l'a compris, parce que depuis il y a eu beaucoup de données. Alors voilà une diapo que j'ai actualisée, qui avait été montrée par Marion Le Boyer l'année dernière, à cet même lieu, comme vous le rappeliez, et je l'ai un peu actualisée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les patients présentant une pathologie psychiatrique préexistante auraient, à comportement égal, le même risque que la population générale d'être infectée par le Covid. Ça, c'est plutôt une phrase anti-stigmatisation, si je puis dire. Malheureusement, on sait très bien que quand vous avez un patient dément, déambulateur, qui déambule, il a une complexité et il n'a pas le même comportement, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un comportement égal. Deuxième certitude, il y a un risque plus élevé de faire de formes graves. Et puis, il y a quelque chose qui a été peu travaillé dans les articles, c'est ce risque, cette perte de chance, si l'on peut dire, pour les malades psychiatriques, en tout cas les plus sévères, indépendamment de leurs autres facteurs de comorbidité, je pense à l'âge, à l'obésité, au diabète, etc., de passer en réanimation, de ne pas passer en réanimation, justement, d'être, comme on dit, trié, entre guillemets. Donc ça, c'est quelque chose qui pour la discussion. Et puis, un risque plus élevé de mortalité et plus de comorbidité aggravante. Ça a déjà été montré par un certain nombre d'études. Alors, il y a suffisamment d'études pour que des méta-analyses sortent, et cette méta-analyse est assez récente dans Lancet Psychiatrie de 2021. Comme vous le voyez, 841 études au début, ils en gardent 23, c'est le principe, mais ça fait quand même 1 million de patients avec le Covid, dont 44 000 avec des troubles mentaux, et que vous voyez que globalement, en multi-analyse, multivariée globale, on est avec un sur-risque à 2,24, avec un intervalle de confiance que vous voyez ici, entre 1,7 et 2,94. Alors, quand on rentre dans le détail, c'est vrai que les troubles anxieux, c'est intéressant avec l'intervention qu'il y a après, les troubles anxieux sortent peu comme facteur de sur-risque. La consommation de drogue sort avec un facteur, un odds ratio corrigé à 1,76. Vous avez intellectual disabilities, je ne sais pas comment on traduit ça en français, à 1,71. Les troubles de l'humeur, 1,99. Et évidemment, la population psychotique avec un sur-risque qui était évalué à 2. Donc, dans cette méta-analyse qui est plutôt extrêmement bien faite. Alors, celle-là, je vous la montre parce que c'est probablement l'étude la plus... Alors, il n'y a pas grand-chose sur la psy, donc je dis pourquoi on la montre, mais c'est vraiment l'étude qui a été le mieux faite en population générale. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment que les Anglais, les Danois qui font des études en population générale, puisqu'ils peuvent intégrer, d'abord, ils ont les bases de données ils peuvent croiser les données ethniques, socio-comportementales, socio-économiques avec les données médicales. Et donc ça, c'est une étude, comme vous le voyez, sur 17 millions d'Anglais, avec parmi lesquels il y a environ 17 000 qui ont été inclus, 17 millions pardon, qui ont été inclus, et un nombre de 10 000 décès. Et en fait, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas un niveau de finesse qui permet de montrer, j'ai mis en rouge, qui pourrait se rapporter, par exemple, il n'y a pas les addictions, mais ça vous donne un peu une idée du poids des marqueurs et donc des comorbidités et donc des pathologies duelles, justement. Et vous voyez que l'obésité sort en troisième ligne de manière très importante, presque autant que l'âge. Et puis vous avez le diabète donc, qui sort énormément. Et puis il y a bien sûr toutes les pathologies malignes. Et puis ils ont mis dans un conglomérat les AVC et les démences qui sortent avec un sur-risque autour de 2. En France, on a quand même quelques données, essentiellement les données d'Epiphar, le groupe de l'ANSM et de la Caisse nationale d'assurance maladie, et qui a regardé le risque relatif de décès lié au Covid en milieu hospitalier à partir d'un modèle classique en fonction de l'âge. Et vous voyez que là aussi, on voit troubles névrotiques, troubles psychiques, troubles de démence, retard mental. Le retard mental, vous savez qu'au début, les retards, notamment les pathologies génétiques, trisomie, etc., sont sortis comme des sur-risques extrêmement importants et ils ont été d'ailleurs priorisés dans la vaccination, comme vous le savez, avec des sur-risques, puisqu'on est autour de 4 d'odds ratio. Donc on a aussi des données françaises. Alors la deuxième question, c'est... Je suis en train de regarder dans quel sens marche le compteur. Ah oui, ça fait 15 minutes que je parle.
D'accord, j'ai accéléré. Alors, le Covid comme impact péjoratif sur la santé mentale des Français, c'est un sujet qu'on voit dans tous les journaux, surtout en ce moment, et surtout dans les chaînes d'information continue. Donc, on a des données qui sont extrêmement solides avec Santé publique France et l'enquête Covid-Prev. Donc, quel est l'impact du Covid sur la santé mentale des Français, donc qui fait, semble-t-il, partie du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit en bleu, tout en haut, c'est la satisfaction, l'indice de satisfaction des Français dans un questionnaire qui est répété. Et ça, c'est les données de novembre 2021. Donc, globalement, il y a quand même 79% des Français qui se considèrent comme satisfaits de leur vie actuelle, ce qui est déjà pas mal. Mais quand on regarde les autres lignes, donc en bleu, la seconde, c'est les troubles du sommeil, qui ont augmenté et qui, paradoxalement, ne suivent pas complètement les périodes de confinement, notamment à part la première période de confinement sévère. Le plus 17, c'est plus 17 points par rapport à l'année de référence, qui est l'année sans Covid, donc 2019. Donc de plus 17 points de troubles du sommeil. On a aussi l'anxiété, on a la dépression en violet et en rouge, avec plus 9 et plus 7. Et un élément qui est rentré en cours de route dans le questionnaire, c'est l'idée des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois. Et là, on est à plus 5 points par rapport à, même si on n'est qu'en dessous de 10%, plus 5 points par rapport à l'année de 2019. Alors les addictions et la réduction des risques, là c'est une autre partant de Covid, on en avait un peu discuté l'année dernière effectivement à la table ronde. On a beaucoup de données. Alors ça c'est les données américaines du CDC sur les overdoses pendant la crise du Covid. Et vous savez mieux que moi que ça se superpose à la crise des opioïdes aux États-Unis. Quand on regarde effectivement l'augmentation en foncé, que ce soit les consommations de psychostimulants, de cocaïne, d'opioïdes de synthèse et globale, on a une augmentation dans 50 États du chiffre des overdoses liées à ces produits. Avec une vraie question, c'est comment finalement les mesures de restriction liées au Covid n'ont pas influencé positivement l'accès aux opioïdes. Vous voyez que finalement, ça n'a rien changé, ça a même aggravé la situation avec le détournement de la pharmacopée de ces molécules. Donc ça, c'est une autre donnée du CDC qui avait été montrée au Congrès sur les hépatos avec l'évolution des overdoses avant et après la crise du Covid. Alors en France, on a aussi des données. Là, on est toujours avec le groupe Epiphar. Et c'est des données qui concernent surtout les premières et deuxièmes vagues. C'est des données qui partent de la consommation de médicaments par l'assurance maladie. Donc elles sont assez fiables. Évidemment, ça tient compte des ventes et pas forcément de ce que les gens prennent. Et vous voyez que finalement, première, deuxième vague, on a eu un effet sur la consommation d'anxiolytiques de manière très importante. Plus 1,1 million de traitements sur 6 mois, fin et post-confinement, première génération, en bleu ciel. Alors il y a probablement un effet de stockage aussi, donc c'est compliqué à interpréter. Des hypnotiques, plus presque 500 000 délivrances de plus par rapport à la période de référence des années précédentes. Les TSO, là aussi, probablement, parce qu'on le voit surtout dans la semaine 12-13 de 2020, on a une augmentation et probablement un effet stockage parce que ça ne se retrouve pas après. Et les substituts nicotiniques qui ont baissé alors que parallèlement le tabagisme a augmenté. Ça, c'est un papier sur les addictions globalement pendant la période du Covid. C'est plutôt une analyse donc française faite sur les augmentations des overdoses, de la difficulté d'accès au traitement de substitution, les modifications, on le verra avec les données européennes, les modifications de consommation qui sont liées à la complexité à accéder au produit, que ce soit le produit par le dealer essentiellement, par le vendeur, et donc une augmentation de tout ce qui est plus facile d'accès, et notamment, on le reverra tout à l'heure, sur les molécules qui arrivent, on pense aux drogues de synthèse qui arrivent par la poste. Alors, la référence est partie. Le tabac, c'est compliqué de faire passer le message, mais je crois qu'on est tous d'accord pour qu'il y ait un message très clair. C'est vrai que dans cette méta-analyse là, qui est pas encore, qui est sur un serveur qui n'a pas été encore reviewé par les pairs, je crois, on voit à gauche
que quand on regarde la probabilité en fonction d'être fumeur actif, la probabilité d'être positif au Covid, et vous voyez qu'il y a un coup de vent vers la droite, c'est-à-dire qu'il y a un effet entre guillemets protecteur qui à mon avis animera la discussion. Et puis, mais par contre, quand vous regardez que ce soit anciens fumeurs ou fumeurs, sur les autres critères, les deux, je vous en ai mis que 2, mais j'ai mis les admissions au milieu et le fait d'avoir un Covid sévère, ben vous voyez que là, le coup de vent, il y a un facteur aggravant d'être ancien, paradoxalement, il y a un facteur plus aggravant d'être ancien consommateur de tabac que d'être tabagique actif, mais ça mérite une discussion. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fédérations addiction et autres, et d'addictologues qui ont fait un certain nombre d'alertes en disant qu'il ne fallait absolument pas faire passer le message qu'on pouvait miser. Et c'est vrai que les travaux de l'Institut Pasteur qui ont été très médiatisés sur la nicotine et ça, ont fait passer un message quand même un peu perverti, si je puis dire, et qu'il ne faut pas évidemment faire... C'est pas à vous que je dise ça, mais miser sur un effet protecteur du tabac vis-à-vis du Covid. Alors les addictions en France, on a aussi des données évidemment de l'OFDT. Là on est sur le cannabis, on a fait tout à l'heure le tabac, on va pas tout voir, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une augmentation globale pendant le confinement de l'usage quotidien, avec une baisse de ceux qui sont usagers occasionnels, consommateurs occasionnels, et que cette hausse concerne, vous voyez, 31% des personnes pendant le confinement, selon les données de l'OFDT. On est avec le premier confinement. Au niveau européen, il y a aussi un travail qui a été fait par l'OEDT, qui est assez intéressant, qui porte aussi sur les nouvelles drogues de synthèse, sur lesquelles on travaille beaucoup, enfin, voilà, étant dans un certain nombre d'études, dont Hypergay, Prévenir et tout ça, où on a des sous-études sur les consommations de nouvelles drogues de synthèse, de chemsex. Je sais qu'il y a des communications ici sur ce thème-là. Il y a effectivement une augmentation de consommation de certaines molécules et probablement un déplacement des substances comme étant plus facile à être utilisées à domicile, et que les utilisateurs, là aussi c'est une des conclusions, que les utilisateurs plus réguliers sont ceux qui augmentent leur consommation de drogue, et que les utilisateurs occasionnels ont été freinés dans leur consommation non régulière. Enfin, c'est une des principales conclusions. Alors, il y a plein d'autres choses aussi. Là, on est plus dans le chemsex et le rapport. Et là aussi, on voit dans cette étude qui est faite par une équipe d'Anvers, mais il y a la même chose à Londres, que contrairement au fantasme, le confinement n'a pas réduit les prises de risques sexuels, n'a pas réduit les addictions au sexe et le recours au chemsex. Il a juste fait que ceux qui le pratiquaient régulièrement s'organisaient autrement, enfin en gros pour cette étude-là, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas encore de méta-analyse à ma connaissance. On a aussi une étude en France qui a été faite. Donc il y a plusieurs associations qui ont évidemment fait des campagnes de prévention qui sont assez claires comme message, et notamment celle de Aide, qui est effectivement de profiter de ces périodes pour à la fois faire des tests avant et après le sexe, et pas seulement Covid, mais aussi maintenant, comme on dispose de TROD, de dépistage des IST en sortie de déconfinement, en déconfinement plutôt. L'autre élément qui est un peu connexe, plutôt que duel, c'est l'impact sur le dépistage. Et je pense que les populations les plus précaires, je pense à certains usagers de drogue dans des structures à bas seuil, je pense aux malades psychiatriques, notamment, vont avoir un déficit de dépistage d'à peu près tout, c'est-à-dire pas seulement du VIH, mais du VHC, du VHV. Et je pense notamment au travail qui est en train de se faire sur le dépistage du VHC en milieu psychiatrique, et qui a pris un grand coup, puisque là, vous voyez la baisse, par exemple, du dépistage du VIH en France remboursé, qui est à moins 66% à la période février-avril 2020 chez les hommes, et moins 49% chez les femmes. Et finalement, ce qui va nous unir tous par rapport à cet impact négatif du Covid sur l'accès à la santé, c'est d'avoir des programmes de rattrapage pour essayer de rattraper, comme le font les oncologues, comme le font les pneumologues. Et je pense qu'on soit addicto ou infectieux, il y a un gros boulot de rattrapage et d'aller rechercher les gens qui ont perdu 1 ou 2 ans dans leur dépistage ou dans leur prise en charge.
Alors, une autre addiction plus, comment dirais-je, plus médiatisée, ou moins médiatisée plutôt, c'est l'addiction justement au sexe et au sexe Internet. Là, c'est une étude assez récente donc de cette année de psychiatrie sur le pic de consommation des sites de sexe sur le Pornhub, comme on dit, pendant le confinement. Donc avec, vous voyez, des augmentations très spectaculaires dans certains pays comme l'Inde, 95% d'augmentation. Alors, après, je n'irai pas jusqu'à, comment dirais-je, jusqu'à faire trop de pub pour soi, mais on a fait un numéro en essayant de faire un tour un peu des régions, bien sûr. On n'a pas fait tous les CARUD et l'Exapat de France, mais pour essayer de voir comment les structures se sont adaptées. Et j'ai mis juste, je vous renvoie à ce numéro-là qui est en libre accès sur veillage.org. On a mis quelques témoignages de comment les structures se sont adaptées à cette crise, et notamment aux périodes de confinement, avec des sous-titres qui montrent un petit peu dans quelle voie se sont organisées ces différentes structures de prise en charge des usagers de drogue et de réduction des risques. Et évidemment, ça a été extrêmement compliqué, surtout pendant les périodes de confinement. Alors j'ai piqué une diapo, là, vous allez dire que je faillote, hein, mais j'ai piqué une diapo à Laurent et à Benyamina, qui résume un peu un certain nombre de choses. Alors je suis pas complètement d'accord avec tout, mais c'est intéressant de ne pas se cantonner qu'à la consommation de tabac et d'alcool, dont il est clair que, bien que les données de Santé publique France sur l'alcool soient moins alarmistes que ce qu'on a eu dans d'autres pays, c'est d'ailleurs un peu une surprise, notamment au Royaume-Uni, comme c'est marqué dans cette revue générale qui est sortie cette année. Et bien sûr, la question du comportement, c'est pour ça que j'ai montré une diapositive sur l'addiction au sexe, qui a été probablement un facteur qui a été influencé négativement par la crise du Covid. Avec tout ce que ça comporte d'addiction au smartphone, aux sites pornographiques, et évidemment qui est intriqué avec ce que j'ai dit tout à l'heure pour un certain nombre de populations, et pas seulement les HSH, pour des consommations de drogue qui sont finalement en libre accès sur le net. Voilà, j'ai fini mon topo. Alors je prends toujours cette diapositive parce que personnellement, en tant que chef de service d'un service Covid, on attend toujours la fin de partie, et l'année dernière, ça nous faisait rire, et là, cette année, effectivement, la fin de partie, on ne la voit pas. Je vous remercie beaucoup. Je crois que... Merci beaucoup. On a décidé de prendre les questions d'un commun accord, de prendre les questions à la fin, après les deux présentations. Donc, je vais passer la parole à Nicolas Hortel, qui est psychiatre à Paris Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis vraiment ravi et très touché de cette invitation. Alors c'est vrai qu'en complément, puisqu'on a deux présentations effectivement qui vous verrez, qui ne s'overlappent pas et qui pourraient comme ça de prime abord sembler contradictoires, mais on va essayer de trouver le lien sur ces deux présentations. Hop. Alors peut-être un mot, c'est l'ensemble des données que je vais vous présenter et voilà, sont issues d'une collaboration scientifique qui court maintenant depuis le début de l'épidémie et qui implique de nombreuses universités. Je vais vous détailler les principaux acteurs, notamment des universités allemandes, espagnoles et le CNRS, et notamment via l'IPBS, qui est l'Institut de pharmacologie et de biologie structurelle de Toulouse. Alors, je vous présente mes liens d'intérêt. Alors, première question, est-ce que vous avez entendu parler de la fluvoxamine ou de la fluoxétine comme traitement potentiel curatif de la Covid? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors là, je vous prends 3 unes de journaux, qui sont considérés comme les 3 revues scientifiques les plus prestigieuses au monde, Nature, Science et Scientific American, qui titrent sur, comme vous pouvez voir, la fluvoxamine pour le coronavirus, Nature sur un antidépresseur courant abaisse le risque de décès lié au Covid et ce surprenant effet sur la mortalité.
Alors, je ne vous apprends rien. Effectivement, la Covid, on est dans un contexte de pandémie qui est toujours active et qui nous pousse évidemment à la recherche toujours très active de traitements efficaces. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, parallèlement, depuis le début de l'épidémie, comment cette histoire, on va essayer de rembobiner l'histoire par rapport à ces unes récentes. Il s'est trouvé que, donc, moi, je travaille dans un service à l'hôpital Corentin-Selton qui est un service spécialisé en psychiatrie de la personne âgée. En fait, c'est le premier centre en France qui est labellisé et qui est spécialisé dans ce type de prise en charge. On a effectivement donc des unités d'hospitalisation avec des patients âgés, j'entends âgés avec une moyenne d'âge de 85 ans, généralement beaucoup de comorbidités. Et c'est très simple, depuis le début de l'épidémie, on a seulement 4 cas d'infection sévère dans notre service. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette observation, on était très surpris par cela, en disant mais voilà, pourquoi nos patients qui sont a priori très vulnérables ne développent pas de forme sévère. C'était une observation qui était également faite par des collègues à New York. Vous savez qu'à New York, ils ont été très touchés. Moi, j'ai travaillé là-bas un temps et qui me disaient qu'effectivement, leurs unités débordaient, mais leurs patients n'étaient pas hospitalisés. L'autre point aussi, c'est qu'en France, peut-être vous avez entendu parler des unités Covid psychiatriques. Cette unité Covid psychiatrique, c'était une initiative d'ailleurs très louable qui avait été mise en place pour pouvoir accueillir au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, comprenant des psychiatres, des infectiologues, des pneumologues, des patients ayant des pathologies psychiatriques sévères, souffrant de formes sévères du Covid. Ces unités ont ouvert dans un certain nombre d'hôpitaux pendant la première vague. Globalement, elles étaient presque vides, on va dire faiblement occupées, et elles n'ont jamais rouvert sur les vagues ultérieures. Alors, finalement, cette observation, c'est une observation empirique. Et vous allez me dire, mais attendez, finalement, 4 cas d'infection sévère, on sait que finalement, il y a une minorité de personnes qui développent des cas sévères. Combien même nos personnes hospitalisées seraient âgées? Est-ce que peut être vérifiable, cette observation? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les données sur l'ensemble de la PHP. Donc la PHP, c'est 39 hôpitaux, c'est le premier hôpital d'Europe. Et on a utilisé les données de l'entrepôt de données de santé. Et donc, sur les 3 premières vagues, il y a eu un total de près de 50 000 patients hospitalisés pour Covid avec une PCR positive. Et on a commencé par regarder la fréquence des troubles psychiatriques. Eh bien, cette fréquence, en considérant les troubles psychiatriques qu'on dit primaires, c'est-à-dire la schizophrénie, la dépression, les troubles anxieux, cette fréquence était à 3,4%. Alors, ce qui est très intéressant, puisqu'on va revenir notamment sur la méta-analyse qu'a présentée le professeur Pialou. Vous savez, cette méta-analyse qui disait on a poolé les données sur 1 million de personnes et qui a retrouvé peut-être un surrisque. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que sur plus d'1 million de patients qui étaient pris dans cette méta-analyse, il n'avait que 40 000 patients avec un trouble psychiatrique. 40 000 sur 1 million, c'est 4%. Alors, vous allez me dire, mais ce chiffre, est-ce qu'il est élevé ou pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que dans une étude épidémiologique, si vous vous intéressez dans une population hospitalière, quel chiffre vous attendez en fréquence de pathologie psychiatrique ? C'est quoi la fréquence des pathologies psychiatriques en population générale ? On attend, en plus, c'est souvent surreprésenté dans les échantillons hôpitaux, on attend entre 10 et 20%. La méta-analyse qui a été présentée ainsi que nos données donnent les mêmes chiffres. On a 4 ou moins, en pratique, moins de 4% de patients ayant des troubles psychiatriques qui présentent un trouble de patients hospitalisés pour Covid qui présentent un trouble psychiatrique. Un chiffre étonnamment bas. Alors j'ai complété le chiffre. En pratique, on a 4% de troubles psychiatriques dits secondaires, c'est-à-dire de syndrome démentiel ou essentiellement de syndrome confusionnel. Dans la définition de l'ICD ou de DSM, le syndrome confusionnel est dans les troubles psychiatriques, mais je vous rappelle qu'on sait qu'un syndrome confusionnel n'est pas d'origine, je dirais, psychiatrique, mais ça peut être secondaire à un certain nombre de pathologies. Et là, dans notre étude, ce qu'on a voulu voir, c'est effectivement si parmi ces rares patients ayant des troubles psychiatriques à la PHP, s'il y avait une association avec le risque de mortalité. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, tout comme dans la méta-analyse, on a à peu près les mêmes chiffres. Lorsqu'on ajuste uniquement sur l'âge et le sexe, ce qui était dans le cas de la méta-analyse publiée, eh bien, on observe un surrisque de ces quelques patients hospitalisés. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que si vous tenez compte des comorbidités médicales, on sait aujourd'hui que les principaux facteurs de mortalité liés au Covid, c'est l'âge, je dirais en 2 encore l'âge, et en 3 les pathologies médicales associées. Eh bien, on trouve que quand on tient compte du nombre de pathologies, eh bien, on observe que ces patients meurent moins que ce qu'on pourrait attendre du fait de leur âge et du fait de leur pathologie. Même concrètement, pour vous dire, à la PHP, des patients ayant un trouble psychiatrique ont en moyenne 12 pathologies comorbides.
contrairement à 4 dans la population des gens hospitalisés pour le Covid. C'est-à-dire un taux extrêmement élevé, donc des gens présentant des facteurs de risque très élevés de faire des formes, je dirais, fatales de la Covid. Alors, cette observation a été confirmée par une autre étude allemande publiée qui retrouvait, donc dans une analyse multivariée où ils cherchaient à voir les différents facteurs de risque de mortalité à 6 mois de la date d'hospitalisation pour Covid, que parmi les différentes comorbidités, une apparaissait comme étant très fortement protectrice, c'est-à-dire une mortalité divisée par 2 à 6 mois, c'était le fait d'avoir une dépression. Alors vous allez me dire, c'est étonnant, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une pathologie psychiatrique, notamment la dépression, puisse être protectrice de quoi que ce soit en épidémiologie. Et là, donc très tôt, dès mars en fait, 2020, on s'est posé la question du repositionnement possible de certains antidépresseurs contre la Covid. Alors, déjà sur l'observation certes empirique, qui n'était pas encore, pour laquelle on n'avait pas encore toutes ces données, mais à savoir que déjà les antidépresseurs, comme sans doute beaucoup d'entre vous savent, eh bien, c'est des médicaments repositionnés. Le premier antidépresseur, c'est l'iproniazide. C'était un antibiotique antituberculeux qu'on prescrivait dans les sanatoriums. Et des cliniciens de terrain sont aperçus que ces médicaments, on sait maintenant qu'un antibiotique antituberculeux n'est pas suffisant pour traiter la tuberculose, qu'on utilise des trithérapies, mais que ça semblait avoir un effet d'amélioration de l'humeur. Et il y a eu cette idée de proposer ce traitement à des patients dépressifs, et c'est ainsi que sont apparus la classe des antidépresseurs. Les antidépresseurs, on sait aujourd'hui, je vous prends ici la méta-analyse, ont un effet anti-inflammatoire qui est connu. Ici, je vous présente une méta-analyse. Pardon, excusez-moi, je me bats un peu avec. Donc, une méta-analyse de l'effet des antidépresseurs sur l'inflammation. Et ce qu'on retrouve, c'est une diminution significative des taux d'interleukine 6, TNF-alpha, interleukine 10 et CCL2, le fait de donner un antidépresseur. Et il se trouve que ces marqueurs sont des marqueurs inflammatoires associés à la sévérité de la Covid. Ce qui nous a fait penser que peut-être on pourrait repositionner certains traitements antidépresseurs, que certains traitements antidépresseurs pourraient, via des mécanismes anti-inflammatoires, être potentiellement protecteurs de formes sévères. Alors on dispose aussi dans la littérature, on disposait à ce moment, donc en mars 2020, de 2 modèles animaux de choc septique. Le premier modèle utilisait de la fluoxétine et le second de la fluvoxamine. Et alors je vous résume rapidement ces études. Qu'est-ce qu'elles montrent? C'est que lorsqu'on donne à une souris en état de choc septique de la fluoxétine ou de la fluvoxamine, eh bien la mortalité est réduite. Et elle est réduite via un effet anti-inflammatoire, avec une réduction du TNF-alpha ou de l'interleukine 6. Alors, finalement, les hypothèses autour de ces mécanismes anti-inflammatoires, aujourd'hui, ne sont pas encore très bien connues. Mais il y en a un certain nombre. Le premier, c'est l'effet agoniste des récepteurs sigma-1, qui avait été proposé d'ailleurs dans l'une des publications, celle associée à la fluvoxamine. Et je vous ai mis ici le degré d'effet des antidépresseurs sur le sigma-1, où la fluvoxamine serait la meilleure molécule, suivie de la fluoxétine, suivie de l'acétalopram. Voilà, je vous ai mis l'ordre. Mais il y a aussi d'autres voies moléculaires qui ont été suggérées. Je ne détaille pas, mais le NF-kappa-B, inflammasome, TLR4, PPAR-gamma, des phénomènes d'immunodémodulation ou antioxydants. Alors, suite à ces données, on s'est lancé donc dans une étude observationnelle, toujours à partir des données de l'entrepôt de données de santé, où on a cherché à savoir si, à l'hôpital, parmi les patients hospitalisés pour Covid, si le fait d'avoir un traitement antidépresseur était associé à une réduction éventuelle du risque d'être intubé ou de mourir. Donc, sur 7200 patients hospitalisés pour Covid, on avait 4,8% de patients qui prenaient un antidépresseur à l'admission, à une posologie moyenne de 20 mg de fluoxétine, et on observait une association significative entre la prise d'un antidépresseur et une réduction de ce risque d'intubation de mortalité, risque qui était diminué d'environ 50%. Ensuite, on a regardé les différentes molécules, et on pouvait observer on observait un effet significatif pour 5 molécules, la fluoxétine, l'acétalopram, paroxétine, venlafaxine, mirtazapine. Et avec un effet qui nous intriguait, c'est que 2 de ces molécules ont un effet sigma-1 et 3 autres n'en ont pas. Donc, à ce stade de résultats, on était en difficulté pour expliquer le mécanisme.
Alors depuis, on a d'autres études qui ont été publiées, qui sont venues confirmer nos résultats. La première était une étude menée en Espagne, qui retrouvait exactement la même association avec la même taille d'effet. Encore une fois, étude observationnelle. Une autre étude qui a été menée en Hongrie, spécifiquement en regardant la fluoxétine, qui retrouvait également une même taille d'effet. Là, c'était une réduction de près de 70% en association, ajustée. Et enfin, une grande étude qui est sortie il y a peu de temps, chez plus de 80 000 patients aux États-Unis, qui retrouvait également une réduction de mortalité associée à la prise d'antidépresseurs, et notamment de la fluoxétine. Alors, quel mécanisme potentiel ? Comme je vous disais, en juillet 2020, au moment où on a publié nos résultats en ligne, on se posait la question d'un effet antiviral éventuel, d'un effet anti-inflammatoire. Alors on parlait du sigma 1, mais nos données n'étaient pas compatibles. Mais il y avait d'autres voies moléculaires qui pouvaient potentiellement expliquer cet effet anti-inflammatoire. Et c'est là où, suite à la publication de nos résultats, notre équipe est contactée par deux professeurs de biologie moléculaire, le professeur Gulbins et le professeur Kornhuber, qui nous disent que les molécules, les fameux 5 antidépresseurs qui étaient associés significativement à cette réduction de mortalité ou d'intubation, étaient tous ce qu'on appelle des inhibiteurs fonctionnels de la sphingomylinase acide. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'avais jamais entendu parler de ce mécanisme. Alors, très rapidement, même si c'est... Voilà, je vais aller rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une enzyme, la sphingomylinase acide, qui se retrouve à la paroi interne des lysosomes, et que lorsqu'il y a un stimulus sur la cellule, les lysosomes vont fusionner avec la membrane, cette enzyme va se retrouver dans la membrane cellulaire et va être responsable de la conversion de sphingomyéline en céramides. Ces céramides ont pour effet de regrouper des récepteurs à la surface de la cellule et peuvent amplifier un signal intracellulaire. Alors, ils sont allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont testé directement si oui ou non ça pouvait avoir effectivement un rapport avec nos antidépresseurs. Première chose, c'est qu'ils ont regardé in vitro, ils observaient qu'avec le virus, on a une activation de cette enzyme ASM en 30 minutes. L'autre point, ils ont pu vérifier que différents antidépresseurs ayant cette fonction d'inhibition fonctionnelle de la sphingomylinase ont un effet antiviral in vitro fort, c'est-à-dire des réductions de plus de 99% de la charge virale. Mais ils sont allés plus loin, c'est qu'ils ont montré qu'en rajoutant les céramides, donc c'est ce fameux lipide qui est fabriqué par cette enzyme, il restaurait l'infection. Ils sont allés encore plus loin et ils ont recruté des volontaires sains. Volontaires sains, ils ont prélevé des cellules épithéliales nasales qu'ils ont mis en contact avec le virus in vitro. Ils observaient évidemment une infection de ces cellules. Puis, ils ont donné à des volontaires sains un comprimé d'antidépresseur Fiasma, donc inhibant cette enzyme. Et 2 heures après la prise de cet unique comprimé, ils ont reprélevé les cellules épithéliales nasales, l'ont mis in vitro et ils n'observaient pas d'infection. À 24 heures de la prise de ce comprimé unique, on retrouvait la réapparition d'un début d'infection, ce qui pouvait signifier qu'il fallait prendre un deuxième comprimé. Alors, finalement, quels sont les meilleurs Fiasma in vitro parmi les antidépresseurs ? Je vous ai mis l'ordre. Le premier, c'est l'amitriptyline. Alors, l'amitriptyline, c'est un antidépresseur tricyclique. D'emblée, on réfute puisqu'on sait que c'est très mal toléré chez les personnes âgées. Puis le deuxième meilleur, c'est la fluoxétine, puis la paroxétine, puis la fluvoxamine, puis le citalopram. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que, à partir des données, que plus on inhibe fortement cette enzyme in vitro, plus fort est l'effet antiviral in vitro contre le SARS-CoV-2. Alors, spécifiquement pour la fluoxétine, qui était retenue évidemment comme potentiellement le meilleur traitement Fiasma, en tout cas parmi les antidépresseurs, eh bien, ça a été testé sur différents modèles cellulaires, y compris l'épithélium pulmonaire humain post-mortem, où on observait des réductions de plus de 90% de la charge virale après traitement par de la fluoxétine. Ce qui est très intéressant, c'est que c'était virus spécifique, c'est-à-dire qu'on observait cela pour le SARS-CoV-2, mais pas pour d'autres virus comme l'HSV1, l'HSV8 ou la rage. Alors, comme vous savez, les modèles in vitro ont toujours des limites et il faut passer par des modèles dits in vivo animaux. Alors, je vous présente le docteur Céline Cougoul, qui travaille à l'IPBS, donc à Toulouse, et qui a lancé ce modèle animal et qui, très gentiment, me permet de présenter ces données qui sont soumises à une revue scientifique.
Il s'agissait dans cette expérience de traiter donc des souris qu'on appelle JAKs, c'est des souris transgéniques qui expriment le récepteur au SARS-CoV-2, et de donner à certaines souris donc infectées du sérum Phi et d'autres souris infectées de la fluoxétine. Alors vous allez me dire à quelle posologie on donne à une souris de la fluoxétine. En fait, on a un petit problème pour les modèles animaux, c'est qu'effectivement un animal, c'est pas un humain, et il peut y avoir des différences pharmacocinétiques des molécules. En parlant très simple, notamment pour les antidépresseurs. Le foie de la souris est plus développé que chez l'homme, et là où un traitement antidépresseur peut rester plusieurs jours dans le sang d'un homme, il peut ne rester que quelques heures dans l'organisme d'une souris qui dégrade très très vite. Et donc, en tenant compte de ces particularités cinétiques et aussi en calculant quelle dose il faut donner pour inhiber cette fameuse enzyme dans le poumon, il a été déterminé qu'on devait le donner à 40 mg par kilo. Quels sont les résultats de cette expérience ? Eh bien, à J2 et J6, on observe pour les souris fluoxétine une réduction de la charge virale pulmonaire de plus de 90%. L'autre point, on observe que la température de la souris est meilleure lorsqu'on traite par fluoxétine. Alors peut-être vous ne le savez pas, vous savez que c'est l'inverse chez la souris. Une souris qui est en choc septique, elle devient toute glacée. Nous, quand on a une infection, on prend la température de la souris, elle baisse. Et donc la température moyenne, la température habituelle d'une souris, c'est 36 degrés. On avait une chute en dessous de 30 degrés pour les souris qui étaient traitées par sérum salé et aux alentours de 34 degrés pour les souris traitées. Et enfin, on observait un effet anti-inflammatoire avec des réductions fortes de l'interleukine 6, TNF-alpha et CCL2. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on a voulu savoir aussi, c'est si ces deux effets antiviraux et anti-inflammatoires étaient indépendants. Et on observe que chez les souris traitées par fluoxétine, il n'y a aucune relation entre la quantité de virus détecté et l'expression de l'interleukine 6. Ce qui suggère que l'effet antiviral et anti-inflammatoire sont indépendants. D'autre part, la fluoxétine a été testée sur différents variants d'intérêt, dont le Delta, dont le variant brésilien, et montré à chaque fois à peu près les mêmes degrés d'efficacité en réduction de charge virale in vitro et sur différents types de cellules. Alors on a voulu vérifier, nous, puisque si effectivement les médicaments, les antidépresseurs ayant cet effet fiasma, on s'attendrait à ce que les antidépresseurs fiasma réduisent le risque de mortalité d'intubation et que les antidépresseurs sans effet fiasma ne le réduisent pas. On a testé cette hypothèse avec nos données à la PHP et on observait effectivement que les patients qui recevaient un antidépresseur fiasma avaient eu un risque de décès et d'intubation qui était divisé par 2 comparativement aux patients qui prenaient un antidépresseur sans cet effet. L'avantage, vous pouvez voir, c'est que ce soit dans des modèles dits univariés, c'est-à-dire juste en observationnel en pourcentage, et les modèles multivariants, on avait les mêmes résultats, puisqu'on s'adressait à une population qui se ressemblait, je dirais, en termes de caractéristiques. Alors, la conclusion, c'est que toutes ces données semblaient nous indiquer que le système acide sphingominase céramide semblait être central pour l'infection Covid. Mais alors, vous allez me dire, si c'est vrai tout ça, dans ces cas-là, on a un biomarqueur. Quand je dis un biomarqueur, c'est-à-dire que si c'est central chez une personne qui est infectée par le Covid, eh bien, je m'attends à pouvoir voir une augmentation de l'activité de l'ASN et donc surtout une augmentation du taux de céramide dans le sang. C'est déjà fait, les études. On observe que le taux de céramide sanguin est très fortement corrélé au pronostic clinique. Il prédit le pronostic clinique. Il est capable de discriminer des patients qui auront quelques symptômes et qui n'iront pas à l'hôpital de patients qui finiront en réanimation. C'est également prédictif de l'inflammation, avec les différents marqueurs. Et enfin, c'est prédictif de la charge virale. Alors, quid des essais cliniques ? Comme vous savez, le degré de preuve maximal pour pouvoir juger de l'efficacité d'un traitement, ce sont les essais cliniques. Alors, les essais cliniques ont été menés tout d'abord aux États-Unis et ont choisi la fluvoxamine. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la fluvoxamine ? Puisqu'on parlait à un moment en disant que la fluvoxamine était intéressante, mais était le 3e meilleur fiasma au sein des ISRS. Je vous présente le docteur Angela Ryerson, qui est pédopsychiatre, et qui se trouve que très tôt durant l'épidémie a eu la même idée. En tout cas, elle a eu la même idée, à penser à la fluvoxamine, en lisant un papier, le papier de Rosen, qui montrait que dans un modèle animal de choc septique, le fait de donner de la fluvoxamine réduisait la mortalité, via un effet anti-inflammatoire. Et elle a proposé au professeur Eric Lenze, que vous voyez à droite,
de faire un essai clinique directement pour tester cette hypothèse. La difficulté quand vous faites un essai clinique, c'est que vous avez besoin d'argent. Et c'est vrai que sans données préliminaires un peu plus solides, c'est difficile d'arriver à trouver cet argent. Il s'est trouvé qu'au moment où on a publié nos données observationnelles, c'était l'occasion effectivement de renforcer l'hypothèse. Et moi, voilà, notre équipe se retrouvait contactée à ce moment-là dans cette discussion. La discussion a été très simple. Le premier point, c'était ce mécanisme de sigma 1. Effectivement, la fluvoxamine est meilleure que la fluoxétine. Voilà, notre équipe avait plutôt tendance à dire, écoutez, on va tester plutôt la fluoxétine, ça nous paraît meilleur. Mais le sigma 1, la fluoxétine est meilleure fiasma, mais un peu moins bon en termes de sigma 1, d'après les données in vitro. L'autre point, c'est la demi-vie plasmatique. La fluvoxamine, c'est 12 à 15 heures, donc c'est court, donc ça semble aller plus vite. Et la fluoxétine, c'est 1 à 4 jours. Mais on a des données de distribution pulmonaire. Et il se trouve qu'on a déjà des données qui sont dans la littérature qui montrent que la fluoxétine, le Prozac, est un médicament l'organe dans lequel il concentre le plus, c'est le poumon. Et en pratique, la concentration pulmonaire du Prozac est 60 fois supérieure à celle du sang. Si vous tenez compte de ce paramètre, sachant qu'il est inconnu pour la fluvoxamine, vous dites que finalement la fluoxétine est censée aller même encore plus vite. On a des données observationnelles pour la fluoxétine et non pour la fluvoxamine. Et enfin, il y avait un dernier paramètre très important pour nos collègues américains, c'était les chaînes de production. Les chaînes de production de la fluvoxamine, qui, comme vous savez, est un médicament qui a 40 ans, sont aux États-Unis. Les chaînes de production de la fluoxétine sont en Europe. Et finalement, après cette discussion, avec ces différents points, il a été décidé de retenir, pour les collègues américains, les essais cliniques pour la fluvoxamine. L'essai ainsi financé a donné lieu à un article dans JAMA. Ils ont retrouvé dans cet article que la fluvoxamine en ambulatoire, donc pour des patients Covid avérés par une PCR et symptomatiques, était associée à un moindre risque d'aggravation clinique à J15. Alors c'était un petit essai, de 152 patients, double aveugle, randomisé, et le critère d'aggravation clinique était fondé sur le fait d'avoir une dyspnée ou une hospitalisation pour pneumonie et une désaturation en oxygène avec une saturation d'oxygène qui était inférieure à 92%. Les résultats, c'est 0 patient dans le groupe fluvoxamine s'était dégradé versus 8%, c'est-à-dire 6 versus placebo. Alors vous allez me dire 0 versus 6, ça ne fait pas beaucoup. Mais il faut savoir que dans les essais cliniques, on a des comités indépendants. Et là, il était jugé par ce comité indépendant que la taille d'effet attendue était tellement forte qu'il n'était pas éthique de poursuivre l'essai avec une telle différence. Le second essai était un essai ouvert. Cet essai ouvert, c'était d'inclure 113 patients. On proposait aux patients Covid avec des symptômes acceptez-vous ce traitement par fluvoxamine. Ceux qui l'acceptaient étaient pris. Ceux qui ne l'acceptaient pas avaient les soins usuels. Et les deux groupes ont été comparés. Et on observait 0% d'hospitalisation et de décès dans le groupe fluvoxamine versus 12%, encore une fois 6 personnes, dans le groupe soins usuels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils regardaient aussi les symptômes résiduels à J14. On observait 0% des patients sur fluvoxamine versus 60% qui avaient des symptômes résiduels à J14 en soins usuels. Un essai de plus grande ampleur, suite à ces résultats, a démarré, l'essai Together. Alors, l'essai Together, c'est un large essai contrôlé randomisé multibras qui avait pour but de tester différents traitements repositionnés et qui a été globalement financé par la Fondation Gates. L'idée, donc, c'est le professeur Edward Mills qui a dirigé ce type d'essai, qui a démarré dès avril 2020. Et l'idée, était conduit au Brésil. Et l'idée, c'était de tester au fur et à mesure différentes molécules repositionnées. Dès qu'on avait suffisamment d'arguments pour dire que la molécule n'était pas efficace, on passait à la suivante. Donc, l'hydroxychloroquine a été testée sans efficacité, le lopanivir étanovir également, la metformine également, l'ivermectine sans efficacité également, etc. Et une molécule s'est avérée efficace, la fluvoxamine. Donc, l'essai spécifiquement fluvoxamine comprenait plus de 1400 patients, donc plus de 700 avec la fluvoxamine versus plus de 700 sous placebo. Et les résultats étaient les suivants. Le premier point, c'était un critère composite, c'est-à-dire ils cherchaient à voir la réduction du risque d'hospitalisation ou de surveillance prolongée aux urgences. Alors, il faut bien expliquer que cet essai a eu lieu au Brésil. Au Brésil, c'est un système de santé différent du nôtre au moment du Covid. C'est là qu'il faut imaginer qu'il y avait un nombre limité d'hôpitaux et qu'ils ont installé des tentes, notamment dans les quartiers plus pauvres. Et donc, dans ces tentes, on pouvait faire des dépistages, mais si jamais on avait un problème, ils étaient équipés avec de l'oxygène et des soins pour pouvoir garder les patients et les traiter, par exemple dans les favelas.
Et donc, c'est pour ça qu'a été choisi ce critère composite d'hospitalisation ou de surveillance prolongée dans une unité de SAU. Prolongée, c'est plus de 6 heures, comme étant l'outcome principal. Le fait de prendre la fluvoxamine est associé à une réduction de plus de 30% du risque d'être hospitalisé selon ce critère composite. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder le critère aussi per protocole. Qu'est-ce que c'est le critère per protocole? C'est que, imaginez bien que cet essai est distanciel. C'est-à-dire que si vous acceptez de rentrer dans l'essai, on vous donne une plaquette, vous ne savez pas si c'est un traitement, vous ne savez pas si c'est un placebo, et il faut le prendre à la maison. Qu'est-ce qui se passe quand on donne des plaquettes de traitement à des gens à la maison? On a 30% des gens, c'était à peu près ça, qui ne le prennent pas, ou qui l'arrêtent très tôt. Et donc, ils ont regardé les personnes qui avaient pris correctement, c'est-à-dire plus de 80% des comprimés, jusqu'à la fin de l'essai ou jusqu'à l'outcome. Et ils ont regardé l'effet. Et là, on a observé un effet de réduction de 67% du risque d'être hospitalisé. Et également pour la mortalité, ce qu'ils observaient, c'était une réduction de 91% du risque de décès parmi les gens qui avaient pris correctement leur traitement ou correctement le placebo. Un dernier essai a été publié, cette fois dans une population très sévère, c'est-à-dire la population en réanimation. Donc, dans cet essai, qui est généralement un essai ouvert, vous savez, en réanimation, ils ont pris des patients donc, qui arrivent, qui nécessitent une intubation ou ventilation, et ils ont donné 15 jours de la fluvoxamine à forte dose, 300 mg. Et ils ont fait une étude matchée, ce qu'on appelle, c'est que pour chaque patient qui recevait la fluvoxamine, ils trouvaient un patient hospitalisé pour le même motif, du même âge, même sexe, même statut vaccinal, même comorbidité, même sévérité de l'infection. Et donc, sur 102 patients, ils retrouvaient que la prise de fluvoxamine était associée significativement à une réduction de 42% du risque de mourir, donc même instaurée à un stade tardif. Alors, vous allez me dire, avec ces données de preuve, où en sommes-nous? Alors, notre groupe, vous avez compris, qui comprend à la fois des acteurs américains, notamment pour les essais cliniques, des acteurs allemands sur les aspects de biologie, également des acteurs français, notamment via le CNRS. Nous avons pu présenter ces données à différentes commissions. Alors, l'ANRS-MIE, anciennement Reacting, le NIH, qui a lancé lui-même 2 essais pour la fluvoxamine, et est en train de rédiger, et on attend avec impatience leurs recommandations par rapport au niveau de preuve actuel sur la fluvoxamine. On a également présenté pour l'ACTA les données, et également au DNDi, qui est le Drug for Neglected Disease, Infectious Disease, qui est, pour parler rapidement, le bras armé de l'OMS en Afrique, qui a lancé un grand essai qui s'appelle Anticov, comprenant un bras avec de la fluoxétine, et également à l'OMS, qui a lancé depuis le 1er décembre une revue systématique de littérature pour une évaluation de ce traitement. Alors, en conclusion, est-ce qu'il y a-t-il un repositionnement possible de la fluvoxamine ou de la fluoxétine, d'ailleurs? C'est toujours le problème entre la présomption scientifique et la preuve scientifique formelle. Comme vous savez, c'est quasi métaphysique, puisque en science, finalement, contrairement à ce que peut-être on peut penser, l'enjeu, c'est au-delà même d'un niveau de preuve brute, c'est d'arriver à dégager un consensus. En pratique, c'est toujours cette distinction entre vérité et croyance. On sait qu'en pratique, les recommandations sont basées sur une croyance qui va être influencée évidemment par un niveau de preuve scientifique. Aujourd'hui, on a plusieurs études observationnelles hospitalières pour plusieurs antidépresseurs dont la fluoxétine, des données précliniques in vitro et in vivo pour la fluoxétine, et 4 essais cliniques dont 2 randomisés versus placebo en faveur de cette efficacité. Les mécanismes d'action potentiels, comme je l'ai montré, manifestement un effet antiviral et anti-inflammatoire, potentiellement expliqué par cet effet d'inhibition de l'acide sphingomyase et la réduction du taux de céramide chez ces patients. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler les avantages d'un repositionnement. Ça a été une quête et un questionnement dès le début de l'épidémie. Mais le premier point, c'est la tolérance connue. On a 40 ans de recul, des molécules données à des millions de personnes dans le monde. On sait exactement les risques que l'on prend et on sait que ces risques sont plutôt très modestes. Un prix accessible, c'est 3 €, un traitement par fluvoxamine ou fluoxétine. Une disponibilité, la fluoxétine par exemple est sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une pharmacie d'État, tous les États sont conseillés par l'OMS d'avoir ce médicament dans leur pharmacie centrale. C'est une voie orale, c'est un mécanisme qui semble insensible aux variants et une molécule qui n'est pas mutagène, donc qui n'induit pas, qui ne semble pas avoir de potentiel pour créer des nouveaux variants. Voilà, ce qui est, je pense, aussi intéressant, c'est sur la méthodologie du repositionnement.
effectivement, comme vous avez pu voir, parfois on se pose cette question sur l'aspect éthique de démarrer des essais cliniques avec un niveau de preuve très faible. Là, en l'occurrence, le fait d'avoir à la fois des données observationnelles, puisque ce médicament est déjà pris par des patients, qui concordent avec des données précliniques, permet de renforcer la conviction et de permettre finalement de regarder un patient droit dans les yeux quand on veut l'inclure dans un essai clinique et de lui dire j'ai raisonnablement, je connais très bien la tolérance de ce médicament, je suis capable de vous dire ce que vous risquez, et deux, j'ai des arguments scientifiques déjà substantiels pour pouvoir penser que ça soit efficace. Et j'aimerais juste finir sur le fait que finalement nos patients, on parle beaucoup de stigmatisation. J'ai pu le voir aussi de très près pendant cette aventure scientifique, que je vois d'ailleurs toujours, qui est la vision qu'on peut avoir de l'apport de nos patients psychiatriques. Finalement, on peut souvent les voir comme des patients qui sont à risque, vulnérables. Eh bien, on voit finalement, avec ce travail, que si ce traitement est recommandé comme traitement curatif dans les prochaines semaines ou mois, je dirais officiellement en Europe, ce traitement est déjà donné. Vous savez, dans de nombreux pays actuellement, aux USA, au Brésil, en Inde, ça fait déjà des mois que c'est donné en pratique. Eh bien, si ces recommandations sont officielles, eh bien, on pourra dire qu'on le doit à nos patients et à travers ces données observationnelles qu'on a pu recueillir. Je vous remercie. Bon, merci pour cette intervention stimulante, comme disait la revue américaine, intrigante. Je pense qu'il devrait y avoir des questions dans la salle, autres que des questions journalistiques. Est-ce qu'on doit stocker du Prozac dès maintenant? Enfin, ce genre de choses. Qui souhaite poser des questions, soit à Gilles Pialou, soit à Nicolas Hortel? Amine? Merci Gilles, merci Nicolas. Je vais rebondir sur ta présentation rapidement, et puis Gilles il va recevoir une salle de questions. Sur les patients qui étaient sous fluvoxamine et fluoxétine, en prescription courante, j'imagine qu'il y a une prévalence aussi des infections. Est-ce qu'on a vu une moindre infection, une plus grande protection chez ces patients, si en rétrospectif dans la littérature? Oui. Merci beaucoup. Alors, en fait, par rapport à cela, écoutez, j'ai pas en tête de données, mais effectivement, on a envie de regarder pour d'autres infections. Je crois que ça paraissait comme ça d'emblée tellement contre-intuitif. J'ai pas en connaissance, même en faisant la littérature, beaucoup d'études. Même en fait, j'en ai pas une seule qui me vient en tête, notamment pour la grippe ou pour d'autres virus. Par contre, ce qui est intéressant sur les données in vitro allemandes, c'est qu'on voit malgré tout qu'il y a une spécificité pour certains virus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le DNDi, avec qui on travaille, ils ont déjà lancé tout le préclinique pour l'Ebola, qui retrouve les mêmes résultats au stade préclinique. Merci. Je voulais juste faire un petit commentaire, si je peux. Non, c'est très intéressant et très passionnant, mais c'est vrai que l'histoire des essais cliniques thérapeutiques pour le Covid, je suis désolé d'avoir fini sur Raoult, parce qu'il n'y a évidemment rien à voir avec l'histoire de Raoult, et à part le repositionnement, qui est une vraie bonne idée, et c'est bien d'avoir terminé sur ça, mais je pense que, en plus, j'ai vu les publications sont quand même dans des revues de très haut niveau, avec des impact facteurs importants, mais je ferai deux remarques qui pondèrent un petit peu, mais c'est normal, c'est votre boulot et tout ça. Moi, je regarde ça en touriste, si je puis dire. Je pense que le modèle animal utilisé au départ, je ne suis pas spécialiste du modèle animal, mais la souris n'est pas le meilleur modèle animal pour le SARS-CoV-2, même en lui greffant, si je puis dire, le gène pour le récepteur ACE2. Mais bon, ça, c'est un détail. Et puis, quand vous avez montré Together, par exemple, vous auriez pu montrer plein d'autres essais de repositionnement des molécules. Et moi, je me rappelle mes premiers topos sur le Covid, c'était hallucinant. Et d'ailleurs, les antidépresseurs étaient dans la liste des molécules avec une efficacité in vitro, mais il y a 200 molécules probablement efficaces in vitro sur différents modèles, y compris le modèle qui est le hamster syrien, qui est le meilleur modèle probablement animal. Et puis quand vous regardez Together, c'est impressionnant parce que toutes les molécules qui ont été testées, elles ont toutes dégagé. Le lopinavir, enfin, les anti-VIH, les antipaludéens, il y a des molécules anti-VHC qui ont été positionnées avec une efficacité in vitro et puis qui n'ont pas passé la barre des essais cliniques. Donc effectivement, il y a toujours une énigme, mais je ne sais pas comment va se terminer cette histoire. On en parlera peut-être au congrès l'année prochaine. La chose qui va peut-être être le plus compliqué pour vous, c'est que maintenant, il y a des antiviraux directs qui arrivent, dont les inhibiteurs de polymérase, antiviraux directs, donc comme on a eu dans le VIH et l'hépatite C, antipolymérase de Merck, et puis
l'inhibiteur de protéase de Pfizer. Et avec donc et évidemment ça va biaiser un peu, si vous voulez, les essais, parce que ça va devenir le comparateur, si je puis dire. Donc ça va pas simplifier votre histoire. Voilà, je vais faire juste une petite remarque sur ça, mais c'est passionnant et vous avez dépensé énormément d'énergie en publication pour un repositionnement, et je pense qu'il y a une piste pour le repositionnement. Oui, une petite question sur les pays qui utilisent déjà en fait la fluoxétine ou fluvoxamine. Est-ce que c'est utilisé en parallèle du traitement actuel avec les corticoïdes de forte dose? Alors merci beaucoup. Alors, bien sûr, je parle sous contrôle du professeur Pialou. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il faut savoir qu'on a quand même une spécificité en Europe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire, je dirais, en off-label, et il y a un encadrement qui est très important. Donc évidemment, mon discours n'est surtout pas de vous dire, il s'agit de pousser la prescription. Et ce qu'il faut, il y a des sociétés savantes, et c'est ça tout l'enjeu, effectivement, de l'aspect scientifique, c'est d'arriver avec un niveau de preuve qui soit suffisamment fort, en tout cas, si cela est vrai, que la démonstration soit suffisamment forte pour qu'il y ait cette recommandation qui soit faite. Aux États-Unis, par exemple, donc on a les possibilités de faire du off-label. C'est avec les médecins. À partir du moment où il y a des essais cliniques positifs, il y a la possibilité, en accord, après discussion avec le patient, de prescrire ce traitement. Ce que je peux juste vous dire, puisque je participe à différents séminaires, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui le prescrivent aux États-Unis. C'est recommandé par différents professeurs d'infectiologie là-bas. Je peux vous citer par exemple David Boulware, voilà. Et également en Inde, au Brésil, etc. Et qui parlent effectivement de leur expérience, en disant notamment qu'il y a des rebonds à J5, qu'il faut poursuivre le traitement de telle durée. Voilà, des discussions qu'on peut avoir entre médecins une fois qu'on a les autorisations. Mais en France, en tout cas spécifiquement, il n'y a pas de possibilité de prescrire ce médicament à ce stade tant qu'une agence officielle ne fait pas cette recommandation. Et le dernier point pour rebondir, effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que le but, attention, c'est que, on était quand même dans une période où on parlait peut-être pas beaucoup des traitements. On parlait beaucoup de la vaccination, et c'était d'ailleurs l'urgence. Il fallait utiliser cet outil. Mais on se rend compte qu'on a des gens hospitalisés, d'une part que, malheureusement, il y a quelques personnes, voilà, mais c'est minoritaire, mais qui peuvent avoir des formes sévères, même ayant été vaccinés. Et puis, il y a des irréductibles, voilà, qui ne se vaccineront pas et qui peuvent faire des formes sévères. Le traitement est quelque chose d'important et c'est pas antinomique. En pratique, c'est associé, voilà. Et donc, l'enjeu du traitement est très important, qu'il y a d'autres médicaments qui arrivent et on s'en réjouit tous, voilà. Après, c'est effectivement d'évaluer l'efficacité de ces différents médicaments. Comme vous savez, souvent, pour pouvoir l'évaluer, une étude, notamment industrielle, ne suffit pas. On a différents exemples dans le passé qui pouvaient finalement montrer une grande déception après une étude industrielle qui ne s'avérait ne pas être vérifiée dans les différentes études autres. Et c'est aussi sur les délais. C'est-à-dire que les antiviraux sont attendus pour avoir des effets forts potentiels au début de la maladie, tout au début, et beaucoup moins par la suite. Donc ce qui est très intéressant aussi, c'est de revoir en termes de mécanistique, les mécanismes d'action sont très importants, par exemple pour cela, et d'évaluer aussi les molécules dans différents stades de sévérité. Vous voyez, il y avait un essai ouvert, c'est pas suffisant au niveau de preuve, mais c'est intéressant, qui veut dire qu'il appelle à faire des essais cliniques plus structurés pour des patients hospitalisés, voire en réanimation avec ce type de molécules, et donc qui ouvre des voies, on va dire peut-être, de progrès thérapeutiques, ou, ce qui est déjà le cas en pratique dans les principaux bras des essais, on va dire, supranationaux, multinationaux, des associations actuelles qui sont faites entre un antidépresseur Fiasma et le molnupiravir et le traitement de Pfizer, etc. Gilles Pialou. Non, parce que peut-être dans votre question, c'était aussi sur la recherche. C'est clair que tous les positionnements des molécules dans les essais contrôlés, passant devant des CPP, inclut évidemment ce qui est le gold standard, enfin le standard of care. Et évidemment, quand par exemple on a fait les essais avec les anticorps monoclonaux, on ne pouvait pas interdire que les patients soient sous dexaméthasone parce que tout simplement la dexaméthasone était dans le standard of care. Donc là, vous montez un essai maintenant, évidemment, il y aura la possibilité d'avoir de la dexaméthasone, d'avoir même des anticorps monoclonaux puisqu'ils sont dans les recommandations en France. Donc ça répond à votre question, c'est-à-dire qu'on peut pas enlever ce qu'est le gold standard, quoi. Ah oui, peut-être d'un point, la dexaméthasone, je vous rappelle, c'est uniquement pour les formes sévères. C'est qu'effectivement, on a pu en revenir de l'utilisation d'hexaméthasone en ambulatoire dans les pays. Globalement, c'est quelque chose qui plutôt est délétère. En tout cas, sur toutes les données qu'on a pu voir, et qui expliquait d'ailleurs pourquoi on pensait que l'ivermectine pouvait être utile.
c'est qu'on s'est aperçu que les données, en tout cas, parce que vous savez, l'ivermectine, il y a eu 2 essais frauduleux qui ont été rétractés, hein, vous savez, qui changent tout. Mais au-delà de ça, qu'il semblait y avoir plus d'efficacité dans certains pays pauvres que dans les pays européens. Et il y a une hypothèse, c'est que justement, ça permet de déparasiter et de réduire la surmortalité induite par la dexaméthasone du fait de parasites. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui, au fond là-bas. Oui, bonjour. Peut-être que je vais trop vite, mais je suis intéressé de savoir ce qui est anticipé sur éventuellement l'utilisation de la fluoxétine dans ce cadre-là, c'est assez passionnant. Ça serait, on pourrait prendre les recommandations, ça serait de le prendre dans les combien de jours après l'apparition des symptômes, en fait. Est-ce qu'il y a des données déjà un peu là-dessus ou pas du tout encore? Merci. Alors évidemment, encore une fois, je prends la précaution de vous dire qu'à ce stade, il n'y a pas de recommandation officielle d'utilisation de ce médicament en France. Je me permets de vous le redire, parce que c'est... Voilà. Par contre, en tout cas, les 3 essais ambulatoires qui ont été menés, là-dessus, on a la même fenêtre, c'est-à-dire le traitement était... les essais incluaient des patients Covid symptomatiques ayant généralement au moins une comorbidité. Donc, où on stratifie, où c'est des patients qui ont un sur-risque de faire des formes sévères et qui étaient symptomatiques depuis moins de 7 jours. Voilà en tout cas, ce qu'on comme fenêtre. Voilà ce qui est raisonnable, hein, parce qu'on sait qu'il y a toujours un petit délai. Hein. D'ailleurs, c'est aussi parfois des critiques de certains autres essais. C'est que, comme vous savez, généralement, quand on est tous comme ça. Si on attrape le Covid, on se sent un peu moins bien. Au début, on est un peu dans une phase de déni. Voilà. On va dire ça va passer. Puis ensuite, on va se faire tester. Il faut le temps du résultat. Et ensuite, on va un peu se motiver pour aller voir le médecin. Il se passe du temps. Et donc, on se rend compte que les gens, généralement, consultent après plusieurs jours. Et donc, un des biais méthodologiques majeurs dans un essai clinique pour le Covid, c'est de considérer qu'il est faisable que des patients reçoivent le traitement à J1 ou J2 du début de l'infection. En tout cas, ça ne colle pas avec les données épidémiologiques des délais qu'on a classiques avant que les patients consultent. Là, c'est 7 jours. Et je crois qu'on peut remercier à la fois Gilles Pialou et Nicolas Horter pour leur participation à cette session. Très intéressant.